Ce milieu, on va s'intéresser tout de suite à ce milieu urbain qui nous accueille. Je le disais, 80,69% de la population française vit aujourd'hui à l'intérieur de ces concentrations urbaines, de ces concentrations de population. Elle a appris à apprivoiser cet environnement, elle a appris à y développer des sites de pratique, des moyens de pratiquer, des événements propres. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la directrice de mission de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Marianne Malaise, cette fédération qui rassemble une cinquantaine d'organisations publiques d'études et de réflexion sur l'aménagement et le développement des grandes agglomérations françaises, plus de 1500 professionnels de l'urbanisme, et qui aujourd'hui ont pris à bras le corps cette question de l'outdoor, du développement des pratiques, des infrastructures et des événements pour adapter la ville à la pratique. On va voir comment. Marianne, je vous propose de me rejoindre sur scène, et vous pouvez l'applaudir, ça donne un petit peu d'énergie le matin. Bonjour à tous. Je suis désolée, je vais rester assise. Je suis pas très en forme aujourd'hui, donc je voudrais éviter de vous faire un malaise, ce serait ballot. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour justement organiser cette journée technique. C'est vrai que c'est pas... on est des réseaux qui se fréquentent pas toujours, donc c'est intéressant justement d'essayer de voir la manière dont on pourrait, déjà à travers cette journée aujourd'hui, et puis par la suite, dont on pourrait essayer de faire peut-être plus de liens, parce que ça a été bien rappelé par les différents intervenants en introduction. La question du sport outdoor est de plus en plus prégnante dans la ville, et la ville se saisit de plus en plus de ces sujets-là aussi. C'est une acculturation conjointe. Donc c'est intéressant pour nous d'être, nous, Fédération nationale des agences d'urbanisme, d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, donc du coup, moi je vais vous faire, en accord avec les organisateurs, je vais vous faire une présentation un peu générale, c'est-à-dire je vais vous faire un panorama plutôt de la manière dont la question du sport outdoor est prise en compte aujourd'hui à travers tout un tas de formes. Donc ce sera pas, je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'exemples précis, mais de toute façon, tout est précisé après dans ma présentation au besoin, et puis je pourrai répondre à des questions si nécessaire. Donc moi, je travaille du coup à la FNO, la Fédération des agences d'urba. Comme ça a été rappelé, il y a 49 agences en France, dont 3 en Outre-mer. Je vais essayer d'utiliser ce truc, ça marche, incroyable. Donc vous avez une carte qui s'affiche là. Ça nous permet, la FNO, c'est une association d'élus et une association de techniciens. Et en fait, avoir une telle répartition sur le territoire nous permet d'avoir une vision assez fine des enjeux urbains en France, et ce, à des échelles différentes, puisqu'on a une agence qui est à l'échelle de l'Île-de-France, l'Institut Paris Région, mais on a des agences dans quasiment toutes les métropoles, dans beaucoup de villes moyennes, ce qui permet de fait d'avoir une vision non pas exhaustive, mais enfin déjà relativement complète. Les agences d'urbanisme, très rapidement, ont 4 missions. La première, c'est la mission d'observation et de diagnostic. On ne peut pas faire de politique publique sans connaître, sans savoir ce qui se passe sur nos territoires. En tout cas, c'est ce en quoi on croit. Elles ont une deuxième mission qui est celle de faire de la programmation, notamment à travers la rédaction de documents de planification. La troisième, c'est celle de faire plutôt de l'aide à la décision en appui aux élus et aux techniciens des collectivités pour définir des stratégies, mais aussi pour faire l'évaluation des politiques publiques qui ont déjà été menées. Et la dernière, c'est faire de la sensibilisation, de la pédagogie sur les sujets urbains qu'on traite, pour les élus, pour les professionnels, pour les acteurs du territoire, entreprises et surtout pour les habitants. Ces 4 missions, elles vont nous intéresser aujourd'hui dans les différents projets que je vais pouvoir vous présenter. Alors si on en vient à la question du sport, c'est quelques petits éléments de cadrage pour vous voyez d'où on vient. Ce sujet, il est très récent chez nous. Ça fait à peu près 3-4 ans, à l'exception de quelques agences vraiment pionnières sur ce point. Mais c'est assez récent.
Jusqu'à il y a très longtemps, quand on traitait de la question du sport, on la traitait par une autre entrée, par la question de l'amélioration du cadre de vie, par exemple. On a parlé tout à l'heure de remettre de la nature en ville. Ça pouvait être un des éléments par lesquels on prenait le sujet. Souvent, c'est venu par la question de la santé. Et puis, sinon, c'est venu aussi par plutôt des géographies un peu spécifiques, notamment quand on travaille sur la question des quartiers en renouvellement urbain. Politique de la ville, ce qu'on appelle plus communément les banlieues, c'était souvent un axe qu'on développait. Maintenant, le sujet est pris en tant que sujet à part entière, ce qui est déjà une avancée, je pense, intéressante pour nous aujourd'hui, de voir que ces deux mondes, de plus en plus, se rejoignent. Pour moi, c'est intéressant d'être là aujourd'hui, puisque c'est vraiment cette volonté, ce que je vous disais, de créer une espèce de culture commune. Alors peut-être que vous êtes très au fait des enjeux urbains. Nous, on n'est pas encore très au fait des enjeux du sport outdoor. Donc si ça peut être une première pierre justement vers une participation, un travail plus conjoint, ça peut être intéressant pour nous. J'ai d'ailleurs moi-même, en préparant cette intervention, découvert des superbes pépites dans les agences, dont je vous parlerai après. Toujours dans mes éléments d'introduction sur la question du sport, vous verrez dans les travaux que je vais vous présenter, ils ne sont pas tous exclusivement sport outdoor. Ils le traitent, mais certains traitent le sport de manière un peu plus globale. C'est pas toujours nécessairement le point d'entrée. Enfin, c'est vrai qu'en général, le point d'entrée sur le sport, c'est plutôt la question des équipements. Combien on a de patinoires, combien on a ce genre de trucs. Et le sport outdoor, c'est pareil. C'est quelque chose qui est en acculturation chez nous. C'est encore assez jeune. Mais on a quand même un certain nombre de projets dessus. Et puis, tous les projets que je vais vous montrer, confère ce que je vous disais tout à l'heure, ne sont pas forcément sport only. On en a beaucoup qui intègrent la question du sport dans une politique plus globale, soit avec la santé, soit avec la mobilité, soit avec l'attractivité du territoire, etc. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est que le sport, ça sert à faire du lien, en fait. Et la dichotomie qu'on peut retrouver parfois entre la pratique individuelle, la consommation individuelle ou le comportement individuel, et la dichotomie avec le collectif, la construction du collectif, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins, là en l'occurrence, dans les projets qu'on a trouvés sur les questions sportives. Et ça nous intéresse beaucoup. Alors, maintenant, je vais rentrer plus concrètement dans mes présentations, après cette longue introduction. Du coup, donc, la manière dont l'urbaniste prend la question du sport, c'est d'abord, à travers l'alpha et l'oméga de tous nos projets, c'est ce que je vous disais, la question de la connaissance et de l'observation. Donc là, je vous ai mis une carte qui est quelque chose qu'on fait assez fréquemment sur à peu près tous les sujets. Et là, en l'occurrence, c'est sûr, la répartition des équipements sportifs au sens très large. C'est-à-dire que c'est... là, on est sur ce que je vous disais, et outdoor et indoor. C'est à la fois, en effet, stade, équipement, machin. Et puis aussi, sont rentrées dans ces études la question des nouvelles pratiques, street workout, skate park, la manière dont on fait les équipements qui sont liés à la pratique de la marche nordique, voilà. Enfin, et donc, du coup, ça, au départ, c'était pas vraiment quelque chose qu'on avait en tête. C'est venu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une pratique grandissante et vraiment, mais exponentielle. Là, en l'occurrence, c'est à Mulhouse, des habitants de ce type de pratique, notamment parce qu'ils n'ont pas d'obligation d'adhésion à un club. On a noté qu'il y avait une corrélation là-dessus. Et puis parce que aussi, c'est extrêmement pratique d'utiliser l'espace public comme lieu de sport. Et donc, de fait, se rendre compte de ça nous a permis de produire ce genre de carte, qui est une carte de la densité en fait, des équipements dans les différents quartiers de Mulhouse. Et ça nous a permis aussi de sensibiliser la collectivité à ce sujet-là, notamment pour travailler ensemble et essayer de grandir ensemble sur le fait qu'il fallait adapter nos équipements et nos pratiques. Et quelque chose qui intéresse beaucoup l'urbanisme, ça a été dit tout à l'heure en introduction, c'est la question du conflit d'usage. Et en fait, le fait d'avoir maintenant conflit d'usage et conflit de voisinage
le fait d'avoir beaucoup d'équipements qui sont outdoor maintenant, beaucoup plus étant donné la pratique grandissante, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à traiter, justement pour ne pas donner l'impression à certains habitants qui sont dépossédés de leur territoire parce qu'il y a de la marche nordique, de la randonnée ou je ne sais quoi, ou du street workout et qui ne savent pas ce que c'est et que du coup ça les interroge et voilà. Et en même temps qu'on puisse quand même utiliser ces espaces pour que les gens puissent pratiquer leur sport s'ils le souhaitent. Donc ça c'est un de nos gros débats. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas trouvé la réponse pour l'instant, donc on continue à y réfléchir, et c'est aussi pour ça qu'on est intéressé pour participer à ce genre de journée, parce qu'on a besoin de vous en fait pour nous aider à réfléchir là-dessus. Ça, je ne sais pas si... Non, alors ça ne ressort pas bien du tout pour vous. C'est une superbe carte qui a été faite par l'Atelier parisien d'urbanisme, donc qui est l'agence de Paris, qui a utilisé en fait, qui s'est inspiré de l'espace public en disant que c'était le nouvel équipement sportif des habitants. Et donc en fait, ils ont recensé à la fois les maillages type berge de Seine, type ceinture verte, type canaux sur lesquels il est très facile de faire du sport. Et ils ont mixé cela avec aussi une réflexion sur les rues, avec des trottoirs larges, avec des terre-pleins centraux, etc., sur lesquels il est aussi qu'on peut utiliser dans une pratique sportive. Ils ont en fait une cartographie qui est assez complète pour justement essayer de travailler avec la collectivité, avec la ville de Paris en l'occurrence, sur à la fois des signalétiques dédiés, du mobilier urbain qui soit adapté, notamment certains avec des agrès, voilà. Et puis aussi des fontaines à boire pour qu'on puisse éventuellement boire quand on a fait du sport. Voilà. Et ça, pour nous, c'est assez intéressant parce que se dire que en fait, la ville devient, d'une certaine manière, un équipement sportif comme un autre, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. J'ai oublié de dire quelque chose en introduction, j'espère que je ne vais pas les avoir vexés. On a une agence en France qui est hyper en pointe sur ce sujet-là, c'est l'Institut Paris Région. Et voilà, donc comme je mets une carte de Paris, je suis obligée de dire que la région Île-de-France aussi est super en pointe sur ce sujet-là. Voilà. Ça pose la question quand même de se dire que la ville, l'espace public devient un équipement sportif en tant que tel. Ça pose aussi la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que j'en parle en deux mots parce que je sais que vous aurez tout à l'heure, il me semble, une table ronde sur ce sujet-là. La première question de l'accessibilité, c'est qu'il faut que les gens sachent aussi où est-ce qu'il y a des endroits qui leur sont dédiés, éventuellement. Donc ça demande d'avoir des réflexions sur la signalétique, ça demande aussi quand on aménage certains espaces, qu'on les aménage dans des espaces publics qui soient vraiment fréquentés, et pas qu'on se dise, bah, tiens, là ça serait sympa d'aménager des berges, mais il n'y a jamais personne qui y passe parce qu'on est près d'une route ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça demande aussi que les gens puissent éventuellement se déplacer aussi si on aménage certains endroits. Donc ça questionne les transports en commun, dont vous aurez tout à l'heure un petit atelier ou débat dessus. Et puis, ça questionne aussi la sécurité des espaces. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que les terrains ou que les infrastructures dédiées soient en bon état, mais il faut aussi que ce soit sécurisé. C'est-à-dire, notamment pour des publics un peu spécifiques, type les femmes ou les enfants. Et on a repéré dans certaines agences des réflexions là-dessus, avec notamment un outil très intéressant qui s'appelle la carte sensible, que les agences produisent, sur lequel elles font les parcours. Si on prend un parcours de course, par exemple, elles font ce parcours-là avec des pratiquants pour vérifier avec eux s'ils se sentent en insécurité à certains moments, s'ils ont l'impression que les infrastructures ne sont pas... Enfin, que le terrain n'est pas en bon état et donc que ça peut créer des chutes, des accidents, etc. Et puis, si on traverse certains chemins et qu'on se retrouve... je ne sais pas, juste à côté d'une route et que potentiellement ça peut être dangereux, c'est aussi intéressant de faire cela avec les pratiquants pour voir comment après on aménage de manière moins dangereuse. Ensuite, donc là je change complètement de sujet. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment, je vous fais un balayage en changeant de sujet de manière
sans transition, quoi. C'était aussi pour vous mettre une belle carte de Lyon. Étant lyonnaise moi-même, voilà, je pouvais forcément le faire. La question de la prise en compte du sport dans l'urbanisme, c'est venu aussi parce que le sport, ça a comme utilité d'organiser la mixité, enfin le sport outdoor en l'occurrence, ça a comme utilité d'organiser la mixité sociale et la mixité des usages. Et ça, pour nous, c'est le Graal de l'urbaniste, quoi. Arriver à créer des espaces publics qui soient mixtes, ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc là, bon, évidemment, je me suis fait troller tout à l'heure par l'introduction. On nous dit que finalement, les berges, ça marche plus parce que c'est rançon du succès. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir le sport vraiment comme outil de mixité. C'est souvent, quand on travaille par exemple sur les quartiers politiques de la ville, donc dans les banlieues, le sport devient souvent un des pans vraiment de la réflexion, avec notamment l'introduction de murs d'escalade, de circuits spécifiques, pour qu'on organise une mixité de l'espace public dans ces quartiers-là. Ce qui est vraiment aussi quelque chose qu'on cherche pour faire communauté. Je vous parle en 2 secondes d'un projet qui a été fait au Havre. Pendant le schéma de directeur de leur université, ils ont repensé tout leur plan campus urbain. Et en fait, donc qui a été porté par l'agence d'Urba. Et un de leurs sujets, ça a été de se dire qu'il fallait que le campus serve de point de départ un peu comme en étoile, des parcours vélo et des parcours de course, voire de rando littoral, pour justement que l'université ne soit pas que pour les étudiants ou les profs qui s'y travaillent, mais vraiment que ce soit un objet de la ville qui soit traversé par tous les habitants. Et que c'était comme ça aussi qu'on créait une ville, en fait, pas en cloisonnant les espaces. Alors, toujours sans transition, le sport et l'urba, on a pris la question du sport dans les questions urbaines pour travailler l'attractivité des territoires. Donc, c'est vrai sur la question du projet urbain, c'est-à-dire quand on repense un territoire, on repense un bout du territoire. Là, je crois que je vous ai mis un exemple dans une communauté de communes à Besançon, à côté de Besançon. On est dans le pur périurbain de Besançon. On est sur des territoires qui sont extrêmement en compétition les uns avec les autres autour de Besançon pour attirer des nouvelles populations. Et là, on était dans une ville où il y avait une église. Autour, il y avait de la route et des parkings. Ils ont voulu repenser cet espace-là et ils se sont dit, bon, comment on fait ? Ils ont donc souhaité valoriser du coup cet espace par des équipements sportifs et par des parcs. Alors, on n'est pas que sur de l'outdoor, là. On a aussi un terrain d'athlé et un boulodrome de mémoire. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, il faut que, en fait, ça soit une réelle centralité et que ça puisse et que ça nous mette en attractivité par rapport aux autres territoires. Donc, ils ont fait un mur d'escalade à côté d'une église. Franchement, il fallait y penser quand même. Et puis, ils ont fait aussi un départ de circuit vélo qui découvre le territoire, mais en partant de cet endroit-là. Circuit vélo sportif, hein, j'entends pas un circuit vélo touristique. Voilà. Un deuxième point que je voulais aborder sur la question sport et attractivité du territoire, alors on est peut-être un peu plus loin de vos préoccupations, mais pas tant que ça, c'est la question des grands événements. Alors on parlait du marathon tout à l'heure, il va y avoir les JO, donc là on est moins sur de la pratique, amateur, mais en fait ce genre de grands événements, ça permet quand même de refaire des infrastructures, voire d'en faire de nouvelles. Ça permet aussi de faire connaître des territoires et donc aussi de sensibiliser et de développer la pratique sportive en fait. Et c'est aussi cela, à mon avis, la question de la ville, c'est évidemment d'aménager pour ceux qui s'y pratiquent déjà, mais c'est aussi de donner envie à ceux qui ne pratiquent pas de pratiquer
en ayant des bons aménagements, mais aussi en faisant de la sensibilisation. Là, je vous ai mis une photo. Alors, c'est un tout petit peu moins connu que les JO. Ce sont les 24 heures du kayak à Lorient. Et en fait, donc, si je ne me trompe pas, on est bien du nom du sport outdoor, sport de nature, là, en l'occurrence. Et en fait, c'est cet événement-là, que j'avoue que je ne connaissais pas, a permis à la fois de faire connaître dans un rayon, alors de faire connaître la ville déjà de Lorient, pour cette partie-là, parce qu'elle est quand même connue par ailleurs, mais de faire connaître la pratique du kayak dans un rayon beaucoup plus large et de permettre, en marge de cet événement, à plein de gens d'essayer cette pratique-là et donc de fait aussi de développer, enfin il y a des chiffres là-dessus qui sont assez intéressants, de développer la pratique grâce à ce genre d'événement. Et aussi en parallèle, et c'est là où l'urbaniste rentre un tout petit peu plus en ligne, en parallèle de réaménager les berges autour pour l'accueil de l'événement, pour la sécurisation aussi des berges. Voilà. Si je reste sur Lorient très rapidement, je ne sais pas si vous êtes familier avec un programme qu'on appelle Action Cœur de Ville, qui est un programme qui a été lancé par le ministre Jacques Mézard en 2018, avec une volonté de réhabiliter les centres-villes, qui étaient en déprise. Lorient est lauréat de ce programme, et en fait, ils ont basé leur nouvelle politique sur 3 sujets. Le tourisme, le commerce et le sport, en disant le sport, la pratique sportive outdoor et indoor, mais avec un point extrêmement précis sur le kayak. Je vous invite à lire le dossier. Un point extrêmement précis sur le kayak. Le sport peut nous permettre de redévelopper notre territoire et de réattirer des gens dans le centre-ville. C'est quand même hyper intéressant, je trouve, parce que moi, en grande néophyte du sujet, quand je suis arrivée, je me suis dit le sport, c'est une pratique individuelle. Et bien, en fait, le sport, là, en l'occurrence, c'est une politique, bon, très bien, une politique publique, ça c'est assez logique, mais c'est une politique publique qui va servir à redynamiser un territoire qui ne l'est plus. Enfin, moi, je trouve ça assez étonnant de voir ça. Et en fait, ce genre de journée, à mon avis, est hyper intéressant parce que justement, ça pousse un peu tout le monde aussi à réfléchir dans une démarche collective. Enfin, vous et nous, on travaille assez peu ensemble. À mon avis, ça doit être amené à changer, justement pour redonner aussi à certains... Il y a évidemment la question de la pratique sportive, mais c'est redonner aussi à certains territoires une envie de se redévelopper, pas sur un truc classique de dire on attire 4 entreprises et c'est super. Le sport peut être un vrai élément d'attractivité. Alors, si je continue ma présentation de différents projets sans transition, encore une fois, le sport, je vous disais, nous, en urbanistes, on le traite aussi en lien avec d'autres sujets. Là, sans surprise, il y a la question de la mobilité. Je vous ai mis un projet qui a été fait à Bordeaux dans le cadre du plan vélo de Bordeaux Métropole. C'est pas ce qu'il y a d'hyper intéressant dans ce plan vélo de Bordeaux, c'est que c'est pas qu'un plan vélo où on fait du vélo pour se déplacer au lieu de prendre sa voiture. C'est aussi, en fait, leur idée, c'était de dire, on réaménage. Là, ils ont aménagé 40 km sur cette rive droite de Bordeaux, qu'ils ont relié avec toutes les lignes qui étaient déjà faites sur la rive gauche. Et l'idée, c'est de dire, on fait un plan vélo qui soit à la fois sur le déplacement, donc des gens qui vont travailler au lieu de prendre leur voiture, voilà, mais aussi que ce soit des espaces pour le vélo sportif. C'est-à-dire que tout au départ, alors que ces lignes-là n'existaient pas, la métropole de Bordeaux a décidé de faire un plan qui dise « je prends le vélo sportif tout de suite et je l'intègre à mon projet de ville ». Et ça, c'est pareil. Cette politique, elle date de 2017, donc c'est assez récent. Et c'est intéressant de voir justement cette modification de mentalité. Mais bon, je m'appesantis pas trop sur la question des mobilités, puisque vous en parlez tout à l'heure. L'autre sujet sur lequel, si on lit sport avec un autre sujet, c'est évidemment santé, sans grande surprise. Là, je vous ai mis un projet de Strasbourg qui, à mon sens, sur la question sport et santé, est
une des villes les plus en pointe, si ce n'est la plus en pointe. C'est le seul projet qui n'a pas été porté par une agence en plus, donc je vais essayer de le présenter quand même. Ça s'appelle Vite à boucle, et c'est quelque chose qui a été fait par l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un dispositif du coup je reprends mes petites notes. C'est un dispositif d'activité physique urbaine qui utilise l'Eurométropole, enfin le territoire, comme lieu de jeu. Mais c'est 24 parcours balisés et 190 km avec des différents niveaux de difficulté pour organiser de la course, c'est que du sport, hein, de la course, de la marche rapide, de la marche nordique, du vélo, des sentiers de rando et des pratiques douces. Tout ça, évidemment, étant gratuit, avec la possibilité d'avoir des entraîneurs qui viennent avec vous pour organiser votre pratique, pour vous aider à faire les choses correctement. Et ça traverse des zones complètement de vie. Enfin, on n'est pas dans des zones qui sont vides. Il y a des friches, par exemple, on en parlait tout à l'heure aussi, qui sont aménagées de manière temporaire, principalement en été, pour justement accueillir des pratiques sur ces friches-là. Et ça traverse aussi des zones, des cours d'eau, des parcs naturels à l'intérieur de l'Eurométropole. Voilà, donc ça c'est un projet qui est vraiment intéressant parce que ça part d'une volonté politique qui reconnaît la hausse des pratiques, etc. et qui se dit qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que mon propre territoire pour essayer de faire connaître ma ville via ces questions-là. Mon dernier point, c'est que ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y a pour nous le plus important en tant qu'urbaniste, c'est en gros le sport, ça fait lien. Ça fait lien entre les gens et ça fait lien entre les territoires. Vous n'avez pas pu passer à travers cette crise qu'on a appelée des Gilets jaunes et qui montre bien qu'il y a quand même en ce moment une dichotomie, en tout cas l'impression que ce qui se passe dans une métropole, ça concerne plus ce qui se passe dans les territoires alentours et ça concerne pas du tout ce qui se passe dans les territoires ruraux. On a trouvé à travers, alors c'est minime, hein, c'est pas ça qui va. Je vous dis pas qu'on va sauver la France grâce aux 2 projets que je vais vous montrer après, mais en revanche, on a trouvé intéressant de voir qu'il y avait il y a un projet super à Angers d'ailleurs, mais bon, je ne parlerai pas d'Angers, je laisserai personne plus à même de le faire. Mais on a trouvé 2 projets, un à Rennes et un à Saint-Omer, qui sont justement des projets pour relier les différents espaces du territoire via le sport. Le premier, alors je suis désolée, ça ne doit pas rendre grand-chose, sont plein de terrains de sentiers plutôt, de randonnée ont été mis en place. En fait, leur projet s'appelle Culture, Récit et Randonnée autour de Rennes Métropole. Et en fait, l'idée, c'est de dire que la métropole, c'est tous les différents territoires. Et donc, il y a des choses à voir magnifiques partout sur le territoire de Rennes. Je vous conseille leur site, d'ailleurs, franchement, ça fait hyper envie. Et en fait, ils ont organisé des sentiers de randonnée pour explorer la métropole. Ce sont des randonnées avec des niveaux de difficulté très différents. Donc il y a aussi des choses extrêmement sportives et extrêmement dures sur lesquelles ils vous, d'ailleurs, précisent qu'il faut des équipements, blablabla. Et en fait, là, on est typiquement dans le lien pour nous entre sport outdoor et urbain, c'est-à-dire comment le sport fait lien avec les territoires. Et donc, ce genre de projet, qui est extrêmement récent, qui doit avoir 2 ans, a déjà un énorme succès. Et ils se sont rendus compte, d'ailleurs, en conséquence un peu positive du projet, c'est que ça avait aidé à faciliter des discussions sur des développement après d'infrastructures entre les différents territoires, parce que justement en fait ça aide aussi, on parlait tout à l'heure de mixité sociale, ça aide les gens à se connaître. Et donc on est dans une pratique sportive évidemment volontaire, hein, mais qui n'était peut-être pas organisée sur ce type de terrain-là, et là qui devient qui devient presque politique, au sens
joli du terme. Et le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est celui donc, de Saint-Omer qui, lui, a mis depuis 10 ans la question du sport de nature comme son élément d'attractivité de son territoire. Saint-Omer, c'est dans le nord, c'est un territoire qui a été longtemps en grande difficulté économique, industrielle, etc. Et en fait, pour eux, la question a été de se dire à un moment, si on veut aller mieux, il faut qu'on trouve une nouvelle politique. Et depuis une petite dizaine d'années, ils ont fait du sport outdoor leur politique. D'ailleurs, dans certains documents de la politique de la communauté de communes, ils disent que c'est le territoire du sport outdoor. Donc je vous laisserai ça au débat. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils considèrent qu'ils en ont fait, en tout cas, c'est leur élément d'attractivité. Et du coup, ils organisent un certain nombre d'événements. Je ne sais pas si vous connaissez la Maxi Verte, qui est visiblement un des événements phares de Saint-Omer, qui est en fait une compétition de VTT et qui dure sur plusieurs jours avec des niveaux de difficulté. Visiblement, il y a des stars du VTT qui viennent. J'avoue que là, je touche mes limites de connaissances. Et puis, ils ont fait un certain nombre aussi de programmes européens basés sur la question du sport outdoor. Ils ont 2 programmes européens, un leader et un Interreg, pour ceux que ça intéresse, qui sont basés sur cette question-là, avec une volonté de créer une piste cyclable sportive transfrontalière, et donc qui irait jusqu'en Belgique. Donc là, pour faire lien entre les territoires, on peut difficilement faire mieux. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est ils ont mis en place une enquête auprès de leurs habitants pour leur demander en fait de définir leur territoire. Et parmi les trois items qui sont ressortis de la part des habitants, c'est la question du sport outdoor. Ils considèrent qu'ils sont un territoire de sport de nature. Donc on n'est pas dans l'urbanisme pur et simple du projet urbain ou de la planification, là, mais je trouve que c'est quand même de l'urbanisme au sens large, en tout cas de la stratégie urbaine. Et c'est extrêmement intéressant aussi de voir que, en fait, on peut se dire que tout est dans tout, mais que la question de la prise en compte du sport dans l'urbanisme, c'est pas simplement une question de planification, c'est aussi la manière dont, en fait, on pense une politique avec les gens et pour les gens. C'est bien sûr des questions d'aménagement, de couloirs, d'infrastructures, mais c'est aussi des questions politiques un peu plus larges pour faire communauté. Et à mon avis, c'est ça l'intérêt de vos pratiques. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Avant de vous libérer, peut-être quelques questions. Oui, madame. Ça fonctionne. Moi, je vois beaucoup de projets d'attractivité autour de l'attractivité territoire, du place marketing, ce genre de choses. Donc, ce sont de très beaux projets qui attirent beaucoup les familles, des espaces de loisirs plus que des espaces sportifs. Parallèlement, des projets sportifs, comme celui que vous avez montré de Besançon, qui n'est pas du place marketing, qui n'est pas, on peut considérer que c'est de l'attractivité territoire, mais sur vraiment de la pratique sportive au sens technique du terme. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de travailler plus ensemble? On ne se connaît pas. Il y a quelques collègues qui étaient peut-être présents. En 2015, j'ai monté un colloque sur Paris sur la pratique sportive, la pratique autonome dans l'espace urbain, où on a fait un travail avec les directeurs des sports et avec les urbanistes. C'était affligeant. Parce que, si vous voulez, pour nous, moi je suis sportif, c'était affligeant de mes connaissances. C'était pas, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Mais
si vous voulez, d'un côté, il y a des espaces sportifs, pur dur, compète, club. De l'autre côté, il y a du place marketing, très agréable, hein, qui donne une attractivité de la collectivité. Mais nous, notre but en tant qu'agent de l'État, c'est aussi d'amener les gens à une véritable pratique sportive. Alors, pas forcément compétitive au sens des puristes, hein. Mais comment est-ce qu'on pourrait travailler sur cette passerelle? Pour moi, mon travail, à mon sens, hein, en Île-de-France, c'est de faire en sorte que les gens découvrent cette pratique outdoor en milieu urbain qui est tronquée, qui est artificielle, qui est ce qu'on veut, ça m'est complètement égal. Mais pour moi, c'est permettre à la population, aux jeunes, de découvrir ces pratiques afin de pouvoir s'éloigner du milieu urbain pour aller vivre cette même expérience, mais dans un espace plus naturel et se dire oui, c'est possible. Je suis parisien, mais je peux faire du canoë-kayak. Bon, il y a des choses qui se font, hein, je ne dis pas que rien ne se fait. Mais ma vraie question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on pourrait travailler plus ensemble pour que alors, je vais vous dire un truc qui me fait beaucoup rire en ce moment. Je m'occupe d'équipements sportifs. Tous les dossiers de demande de subvention, ils passent sur mon bureau. Et alors là, je vois du strict workout. Mais voilà. Moi, je viens de découvrir que ça existait, hein, pour être honnête. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous dire, c'est passé. C'est fini. Voilà. Sauf si une structure est vraiment construite avec des jeunes au sein d'une cité, dans le cadre d'un projet avec des étapes, soit des éducateurs qui sont là pour les aider. Autrement, ce sont des lieux qui deviennent extrêmement dangereux, qui sont utilisés notamment par des gamins qui exploitent ces lieux, pas dans l'esprit de la pratique et de la déclinaison de la gym. Mais si vous voyez, si on ne travaille pas ensemble, et c'est pour ça que je trouve absolument génial, et je viens de Paris, je descends de Paris, principalement pour vous écouter, pour avoir ce temps d'échange, c'est comment est-ce qu'on peut créer ce lien. Il y a des éléments qui permettent des équipements aujourd'hui, qu'on a du mal même à faire financer chez nous, mais qui peuvent être ces passerelles entre la pratique du sport urbain et la pratique vraiment sportive outdoor. Sans parler de compétition, hein, ce n'est pas l'objet ici. Vous voyez ? Et voilà, comment est-ce qu'on peut créer ce lien ? J'en suis, mais je l'attends depuis longtemps et peut-être que j'y ai pas assez déployé d'énergie, peut-être que j'avais pas les réseaux, pas le temps aussi, enfin plein de bonnes excuses. Hein. Mais en tous les cas, je suis ravie de vous rencontrer et j'aimerais voir comment on peut travailler ensemble après. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Je vous avoue que j'ai absolument pas la réponse, là tout de suite, comme ça. Parce que donc, ce que je vous disais, nous, c'est un sujet qui est quand même hyper récent, à l'exception de quelques très bons élèves qui sont en Île-de-France. Mais sinon, en fait, pour nous, c'est récent parce qu'en fait, pour nous, jusqu'à il y a très peu, c'était pas un sujet, en fait. C'était pas un sujet parce que on le traitait principalement par la question des équipements, en fait. Ou en se disant, ça viendra dans un deuxième temps, type les berges de Saône ou les berges du Rhône à Lyon, parce que, ah bah tiens, il y a des gens on va pouvoir leur permettre de faire du sport, c'est super, mais voilà. Donc maintenant, on se rend compte, en fait, que c'est un sujet quand même. Il nous a fallu un peu de temps peut-être, mais voilà. Et avec une volonté vraiment d'y travailler plus. Mais en fait, moi, c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a besoin de vous parce qu'on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas ni pour l'indoor, ni pour l'outdoor d'ailleurs. Enfin, franchement, on ne sait pas du tout. Après, nous, notre métier, c'est pas non plus de favoriser... c'est d'aider à organiser la pratique sportive s'il y a une demande plutôt. C'est pas d'organiser la pratique sportive. Mais on est hyper ouvert sur le sujet parce que justement on sait pas faire. Donc du coup, enfin je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais bon, c'est voilà. Donc on est évidemment très preneur d'un temps après justement cette journée-là pour dire bon maintenant comment on fait quoi. Il fonctionne. Pardon.
Oui, bonjour, Stéphane Crovella, directeur de projet du Grand Besançon Métropole. Alors tout d'abord, ce n'était pas concerté, sauf si vous avez regardé la liste des inscrits. Eh ben non. Auquel cas, vous avez fait un diaporama qui peut servir plusieurs collectivités. Donc vous remerciez d'avoir cité 2 fois le territoire du Grand Besançon Métropole. Peut-être témoigner aussi et ajouter que vous avez bien évoqué l'infracommunal, l'intercommunal, c'est-à-dire le lien en effet sur un territoire donné que peut apporter l'outdoor dans les tracés, dans les déplacements, dans les liaisons, qui participent au fait qu'on se sente appartenir à un seul et même territoire. Dire aussi que la nature, on découvre que la nature n'est pas qu'à l'extérieur des villes, mais la nature est aussi, peut-être même d'abord dans les villes. C'est quelque chose qu'on semble avoir oublié et qui fait aussi le lien entre la ville et l'extérieur. Et puis peut-être une dimension qui a été peu évoquée et qui donnera peut-être des éléments d'espoir à madame qui intervenait précédemment, c'est qu'à l'intérieur de nos collectivités, j'ai pu me rendre compte que l'outdoor, en fait, faisait en sorte qu'on dépassait justement les frontières, qu'on était obligé de travailler avec, bien évidemment, la direction des sports. J'ai un représentant ici qui est avec nous, d'ailleurs, qui est venu de Besançon, avec l'hygiène santé, avec le développement durable, avec l'urbanisme, on l'avait cité, les agences d'urbanisme extérieur, mais aussi les services urbanisme à l'intérieur des collectivités. Donc, j'ai envie de dire que sur le terrain, sur les territoires, c'est quelque chose qui est plutôt... pour peu qu'on utilise le mode projet à bon escient, c'est-à-dire on sort des clivages habituels sectorisés de nos directions, mais c'est quelque chose qui parle à nos élus, bien sûr, mais qui parle aussi aux agents, et qui fait qu'on peut, en tout cas, moi je ressens une émulation et une envie de travailler ensemble sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose qui me semble comporter tant d'obstacles que ça. Juste, pardon, moi je partage le constat de dire maintenant on a tous envie de travailler ensemble. Mais aussi parce que ce genre de journée, ça nous sert à nous connaître en fait, donc c'est important. Et puis nous de savoir que en fait, les urbanistes sont attendus sur ce sujet-là, ça nous en donne envie encore plus de nous mobiliser justement sur ce sujet-là. Donc voilà, mais je suis d'accord avec vous, les gens ont envie, et sur les territoires, évidemment, ça s'organise déjà par la force des choses, et puis parce qu'il y a plein de territoires qui savent très bien justement faire du transversal maintenant. Bonjour, Claude Pourchet, donc directeur des sports, loisirs, événements à la métropole du Grand Nancy. Moi, c'est plus une question parce que je n'ai pas vu apparaître dans votre intervention, alors qu'on travaille régulièrement aussi avec l'agence, nous, sur ces questions-là, sur la partie du modèle économique, enfin de l'économie du sport aujourd'hui. On a vu les pratiques libres, les pratiques organisées par les collectivités, mais on est de plus en plus en phase de projets aujourd'hui portés par des structures privées, aussi parce que les financements publics sont de plus en plus rares et difficiles à obtenir. Et on a une articulation aujourd'hui à trouver entre, vous avez parlé de mixité, de pratiques ensemble, mais aujourd'hui cette offre de sport marchand, entre guillemets, puisqu'on a une vraie tendance vers cette évolution. En tout cas, nous, les gros projets métropolitains en ce moment, ils sont portés par... principalement des acteurs privés. Donc qui dit acteur privé dit droit d'entrée, dit question de l'accessibilité. Et j'ai peu vu l'articulation dans le développement des territoires sur ces pratiques sport nature, sport marchand, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, les pratiques d'escalade aujourd'hui maintenant qui sont de plus en plus payantes, et d'autres offres de ce style, puisque aujourd'hui on urbanise, on met la nature en ville, mais on la rend en partie, ou en tout cas sur les vraies valeurs ajoutées, payante. On peut se poser la question, par exemple, des sports de glisse, la valeur ajoutée matérielle. Comment on y accède? Est-ce que tous les publics aujourd'hui peuvent y accéder? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer 2 univers dans l'urbanisation? Voilà, c'était un peu ma question. Comment les agences d'urbanisme, même si on se pose tous les jours ces questions-là, prennent en compte cette problématique, cette problématique qui n'en est pas une au final, mais qui met quand même certains publics sur le côté. On se la pose même bien au-delà du sport, du reste, vous l'avez bien dit. Alors, désolée de ne pas avoir parlé de Nancy, mais du coup, là, c'est donc rétabli. C'est vrai que en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la mixité aussi, c'est que nous, notre sujet, c'est le sujet des agences, mais c'est d'abord le sujet des élus, c'est de se dire qu'il faut que le territoire il soit pour tout le monde.
Donc la marchandisation du sport, ça va avec tout le reste, avec des formes de privatisation de la ville, etc. J'en ai en effet pas parlé. Là, comme ça, j'ai pas de réponse à vous apporter très directement, en tout cas sur la question du sport. Mais c'est sûr que les agences, avec leur collectivité, du coup, vous le savez aussi, à Nancy, elles travaillent justement à une bonne connaissance d'abord de ces acteurs privés qui font les questions sportives aussi. Et elles travaillent à cela, notamment pour éviter d'avoir des zones qui seront exclusivement privées et souvent, du coup, hyper modernes, hyper super, où il y aura pas forcément grand monde. Et en tout cas, ça ne fait pas d'espace public, ça ne fait pas communauté. Et, enfin, en tout cas, territoire. Et puis, des zones où il y aura... on aura plein de monde, mais que ce ne sera pas forcément aussi bien entretenu pour des questions diverses et variées. Donc, nous, on travaille vraiment à ce sujet-là sur ce qui n'est pas de segmentation de la ville. En revanche, c'est pareil, c'est un peu la quadrature du cercle, quoi. Là-dessus, pour l'instant, on n'a pas non plus toutes les solutions. Et voilà. Et puis, c'est quand même aussi quelque chose qui sont portés par les élus, souvent. Cette volonté de ne pas avoir de segmentation de la ville. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais voilà. On va prendre une dernière intervention, dernière question. Oui, ma question c'était par rapport à la pression immobilière. Comment on fait pour développer des projets comme ça face au développement immobilier et qui se développe de plus en plus, quoi, surtout dans les grandes villes? Décidément, vous me posez des questions super dures ce matin. Ça va aussi avec les documents de planification. C'est-à-dire en organisant notamment le plan local d'urbanisme, ça nous permet, ça permet aux agences de faire des formes de zonage en interdisant, en sacralisant certains espaces, justement de nature en ville, justement plutôt à destination d'organisation de corridors écologiques, etc. Enfin, c'est vrai pour le sport, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets. Et pour éviter justement que la ville ne soit que immobilière et que tout passe par la pression foncière et la promotion, quoi. Donc, du coup, c'est dans les PLU, ça, c'est dans les plans locaux d'urbanisme en général que c'est réglé. Enfin, en tout cas, que c'est tenté d'être réglé. Voilà. Marianne Malaise, merci beaucoup de votre venue et de votre intervention. Je vous laisse regagner votre chaise. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr.